Bonjour, chronique BD aujourd'hui, et Lovecrafterie, puisque je vais traiter de l'Indicible, soit le troisième et dernier tome de Providence, la série Lovecraftienne d'Alan Moore et Jason Burroughs, censé, plus ou moins, comme d'hab, mettre un terme à la carrière BD du génial scénariste de Watchmen, de From Hell, et tant d'autres merveilles. Alors sur le blog, outre Neonomicon, qui est finalement un prologue à la présente série, mais j'y reviendrai, j'avais eu l'occasion de parler de Top 10, V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, Suprême et Un Chouïa de Tom Strong. Cet ultime volume de Providence comprend donc les épisodes 9 à 12 de la série américaine et a été publié en français peu ou prou dans la foulée de ces derniers, datés sauf erreur de cette même année 2017. Nous en arrivons donc à la conclusion d'une entreprise bien moins innocente qu'il n'y paraissait et dont je n'ai longtemps su que penser. Mais, comme souvent chez Moore, l'aventure se conclut sur un feu d'artifice qui amène à repenser tout ce que nous avons lu avant, et sans doute faudrait-il relire l'ensemble pour en apprécier pleinement la portée, ou en tout cas davantage qu'au premier coup d'œil. Ce qui n'est pas inhabituel chez Moore, dont nombre de BD, même très efficaces à la première lecture, gagnent considérablement à être relus encore et encore. Watchmen en est à mon sens le meilleur exemple. À chaque fois j'y découvre des choses à côté desquelles j'étais passé jusqu'alors. Providence, finalement, s'inscrit sans doute dans cette tendance, mais avec un ressenti différent, car l'accueil à la première lecture était sans doute moins unilatéralement enthousiaste. En fait, le premier tome de Providence m'avait tout d'abord fait le même effet que Neonomicon. J'avais trouvé ça assez mineur, pas mauvais, mais bien éloigné de ce que Moore avait pu faire de mieux, et par ailleurs un peu décevant dans l'optique Moore plus Lovecraft qui semblait faite pour moi. Je n'en avais pas retenu grand-chose en tout cas, mais le deuxième tome a changé la donne, me convainquant bien davantage, mais aussi m'amenant à reconsidérer le premier, et en fait tout autant Neonomicon. Et cet effet s'est répété avec ce troisième et dernier tome pour l'ensemble, là encore. D'aucuns diraient même pour la carrière de l'auteur, j'imagine. Nous retrouvons donc en 1919 le jeune Robert Black, ex-journaliste new-yorkais, qui, suite au décès de son amant, s'est lancé dans un périple en Nouvelle-Angleterre afin d'y collecter des idées pour un livre, faisant écho à sa manière au principe des livres qui tuent, dont Robert W. Chambers lui avait fourni le modèle avec son roi en jaune. Sauf que sa quête d'un vieux livre arabe l'a amené à envisager les choses sous un autre œil. Son projet consiste maintenant à mettre en lumière un fond occulte latent dans la Nouvelle-Angleterre contemporaine, une sorte de mythologie proprement américaine, sur laquelle broder des histoires délicieusement étranges ou effrayantes. C'est qu'en chemin Black a fait bien des rencontres fascinantes, pour la plupart, ou bien toutes, liées à la Stella Sapiente, une sorte de société ésotérique dont le propos le laisse encore perplexe, mais dont les moyens et les relations semblent pour le moins conséquents. Par ailleurs, notre héros a vécu quelques expériences traumatisantes qu'il suppose avoir été d'ordre hallucinatoire, car rien d'autre ne saurait l'expliquer. Son séjour à Manchester, Nouvelle-Angleterre, tout particulièrement, s'était avéré traumatisant. Mais depuis, il a fait du chemin, et sa halte à Boston l'a conduit à rencontrer d'autres écrivains. Autour de la figure tutélaire de Lord Dunsany, que Black ne connaissait pas le moins du monde, sont apparus deux écrivains américains plus que discrets, car cantonnés aux publications du journalisme amateur, encore une chose dont Black n'avait pas idée que ce sous-monde littéraire bien éloigné des canons de l'édition traditionnelle. Un certain Randall Carver, tout d'abord, qui l'a mis sur la piste d'un autre jeune auteur, semble-t-il assez excentrique, du nom de Howard Phillips Lovecraft. Ce dernier réside à Providence, Rhode Island, et Black va lui rendre une visite prolongée. Et oui, nous y sommes enfin, et l'architecture scénaristique de Moore, façon clé de voûte, joue dès lors plus frontalement de la polysémie du titre même de Providence, en confrontant le lecteur non plus seulement au mythe de Cthulhu revisité sur un mode cohérent, voire plus loin, mais aussi au mythe entourant la personne même de H.P. Lovecraft. À peine entrevu jusqu'alors, outre qu'il fallait composer avec l'ambiguïté de son alter ego Randall Carver, l'écrivain occupe maintenant une place essentielle dans le récit, même si vu uniquement à travers les yeux, et les écrits de manière significative, de Robert Black. En tant que tel, il constitue un personnage, un trait récurrent de la fiction Lovecraftienne et à vrai dire du vivant même de l'auteur. Voyez Les Mangeuses d'espace, nouvelle de Frank Belknap Long, que l'on considère souvent comme étant le premier pastiche du mythe de Cthulhu, mais toujours du vivant de l'auteur, on pourrait aussi mentionner Le Tueur stellaire ou Le Visiteur venu des étoiles de Robert Bloch. Bien sûr, le procédé s'est souvent avéré périlleux. Combien de mauvais pastiches au fil des décennies, jouant de l'image stéréotypée de l'auteur et de manière au mieux gratuite. Il y a des exceptions cependant, et Moore s'en tire très bien, car il traite de son sujet avec une immense intelligence, qui passe aussi par les ambiguïtés entre le personnage présenté comme étant véritablement Lovecraft,
le personnage nommé Randall Carver et qui lui doit beaucoup via bien sûr Randolph Carter, ce qui amène à se poser la question essentielle à la série du travestissement des noms des personnages Lovecraftiens, question qui m'intriguait beaucoup depuis le premier volume, mais il se trouve que c'est Lovecraft lui-même dans ses pages qui en fournira l'explication d'une portée considérable, et pour le coup c'est sans doute bien plus malin que ça n'en a l'air. Il faut compter enfin avec les allusions limpides pour le lecteur, si incompréhensibles pour l'heure pour le jeune Robert Black, à un certain rédempteur essentiel à la mystique tordue de la Stella Sapiente. Autant d'éléments qui avaient été mis en place dans le tome 2 de Providence, et sur lesquels ce tome 3 brode avec toujours autant d'astuce et de pertinence. Moore opère un contraste étonnant à ce niveau, car il mêle enfin à tant d'éléments empruntés à la fiction Lovecraftienne, et tant d'allusions contextuelles à une Nouvelle-Angleterre pas forcément moins fantasmatique que celle de la vallée du Miskatonic, un Lovecraft qui pour le coup a l'air authentique pour l'essentiel. Mais cela fait sens. Ce troisième tome, et il me faudra y revenir, témoigne de ce que Moore connaît très bien, non seulement l'œuvre Lovecraftienne, mais aussi la biographie de l'auteur, et enfin la critique Lovecraftienne. Ce qui ne signifie en rien qu'il asservit son récit à la réalité, bien plutôt que les variantes qu'il opère ne font sens qu'à la condition de savoir avec suffisamment de précision ce qu'il en était au juste. En notant au passage que ce Lovecraft, pour le coup, est celui de 1919. Il n'écrit donc véritablement des nouvelles que depuis très peu de temps. En fait, depuis 2 ans seulement. La tombe et surtout Dagon en 1917, Dagon dont la parution est justement contemporaine du récit. Et ces rares publications se cantonnent au registre du journalisme amateur. Il faudrait attendre encore 4 ans pour que le nom de l'auteur figure dans un pulp, un certain Weird Tales, qui n'existait même pas à l'époque. On est donc très loin de bien des aspects canoniques de la biographie de Lovecraft, telle qu'elle est souvent résumée ou mise en scène. Les pulps ne sont pas encore de mise, les révisions non plus, Sonia Green pas davantage, et New York, sans même parler de Cthulhu et compagnie. Ce Lovecraft ne sait encore rien de Clark Ashton Smith, et Robert Howard à cette date est âgé de 13 ans seulement. Peut-être achète-t-il son premier pulp. Mais ce Lovecraft est déjà un personnage d'une certaine manière, et les traits ne manquent pas, réels ou ludiquement extrapolés, qui en font une figure excentrique, voire pittoresque. En 1919, on pouvait à vrai dire, avec une certaine légitimité, l'envisager encore comme le reclus de Providence, ainsi qu'il le prétendait lui-même d'une certaine manière, et ce ne serait plus le cas quelques années plus tard à peine. Par contre, il est déjà, même si sans doute depuis peu, ce correspondant acharné qui écrit des dizaines et des dizaines de lettres sans cesse. Black s'en étonne dans son journal, ça le fascine. D'autres traits sont plus marqués qui loucheraient éventuellement sur la caricature, si Lovecraft lui-même ne s'en délectait pas autant, comme d'une construction consciente et pleinement assumée. Le personnage emploie une langue contournée qui doit plus à la rhétorique des essayistes et poètes du XVIIIe siècle anglais qu'au dialecte américain de son temps, une dimension plus ou moins bien rendue par la traduction. Il latinise volontiers les noms ou, plus globalement, abuse systématiquement des pseudonymes pour désigner ses camarades. Qu'il le veuille ou non, Robert Black est d'emblée et à jamais Robertus pour Lovecraft. Il joue au vieillard aussi, un vieillard de 29 ans, guère plus âgé que ses interlocuteurs. Il n'est même pas exclu qu'un certain nombre d'entre eux soient plus âgés que lui. Qu'importe. Pour le jeune Robert Black, comme pour tous les autres, Lovecraft se désigne expressément comme étant son grand-père Théobald. Et bien sûr, il est intarissable sur les beautés de sa ville comme de la Nouvelle-Angleterre, érudit même si sans méthode, grand connaisseur de peau et journaliste amateur d'un enthousiasme débordant. Au-delà du pittoresque, cependant, il y a des choses plus douloureuses. À ces charmantes manies, il faut sans doute en associer d'autres moins aimables. Mais on relèvera que Moore n'insiste guère sur le conservatisme et surtout le racisme de l'auteur. Pourtant, un thème latent de la BD et bien sûr plus ouvertement de The Courtyard surtout et Neonomicon au sens strict, avant Providence. C'est dit en passant, sans rien en dissimuler, mais sans non plus qu'il faille y attacher davantage d'importance. Bien sûr, dans l'optique du personnage de Robert Black, la question de l'homophobie est plus fructueuse, même si peut-être davantage artificielle. L'astuce qui permet de bien faire passer cette thématique dans le récit, sans y insister mais en jouant avec justesse, consiste à évoquer la figure de Samuel Loveman et sa poésie qui réveille bien des échos chez Black. Plus tard, le procédé suscitera un nouvel écho avec la figure de Robert H. Barlow, notamment. Peut-être faut-il y associer également l'ambiguïté de ce Lovecraft exhibant devant son visiteur inverti, le sait-il, une vieille photo de famille où Suzanne, sa mère, habillait le petit garçon en petite fille, selon la mode du temps. En fait, le personnage de Suzanne a une certaine importance ici, au travers d'une scène très douloureuse où Black accompagne Lovecraft à l'asile où sa mère est internée depuis très peu de temps alors, cette même année 1919 en fait. Elle mourra en 1921. Ici, la façade du reclus excentrique se fissure et c'est l'humanité sous-jacente qui perce.
Cela participe aussi d'une chose qui ne coulait pas forcément de source, surtout dès que la question du racisme intervient, plus particulièrement ces dernières années. Dans son récit, Moore semble ici faire preuve d'une immense sympathie pour le personnage de Lovecraft, et cela ressort notamment des extraits du journal de Robert Black, à la suite cette fois des seuls épisodes 9 et 10. Le jeune homme, homophobie du gentleman ou pas, semble réagir comme tous ceux ou presque qui ont eu l'occasion de fréquenter HPL dans la vraie vie, vouant au personnage une intense sympathie teintée de fascination, voire de la conviction d'avoir affaire à un génie, et non sans humour de part et d'autre. Certes, c'est tout de même le point de vue d'un personnage. Bien sûr, ce troisième tome abonde en références marquées à l'œuvre Lovecraftienne, mais peut-être d'une manière différente par rapport aux deux premiers, car seuls les épisodes 9 et 10 ici jouent vraiment le même jeu, complété par le journal de Black, voire uniquement le 9e, le 11e qui conclut véritablement la BD de la plus brillante des manières à une approche globalement très différente, tandis que le 12e constitue un épilogue renvoyant bien davantage à Néonomicon. Le 9e épisode est titré Outsiders, ce qui fait bien sûr écho à Je suis d'ailleurs, The Outsider, avec un pluriel bienvenu et là encore polysémique. Mais comme souvent dans Providence, les références proprement Lovecraftiennes de l'épisode vont chercher dans d'autres récits, de préférence à celui qui lui donne son titre. Pour l'essentiel ici, de l'au-delà, From Beyond, l'affaire Charles Dexter Ward et celui qui hantait les ténèbres. Le 10e épisode s'inscrit dans la continuité de ces références, mais introduit un biais intéressant via son titre, The Haunted Palace, qui renvoie pour partie à Poe, figure tutélaire de l'épisode, mais aussi je suppose au film du même nom signé Roger Corman, également connu en français sous le titre La Malédiction d'Arkham, et qui, sous prétexte d'adapter Poe, adaptait en fait Lovecraft, et plus particulièrement l'affaire Charles Dexter Ward. Ce que je trouve assez bien vu pour le coup, car cela introduit d'une certaine manière l'épisode suivant. Les épisodes 11 et 12 sont extrêmement riches en termes de citations, mais sur un tout autre mode. On relèvera du moins ici leur titre. The Unnameable tout d'abord, soit l'indicible, qui fournit son titre d'ensemble à ce troisième volume, terme qui renvoie probablement davantage au procédé Lovecraftien plus ou moins typique qu'à la nouvelle très mineure portant ce nom, et faisant figurer un certain Carter, que l'on suppose bien être Randolph Carter. Une nouvelle d'inspiration décadente et au contenu parodique marqué, ce qui peut faire sens en même temps. Quant à l'épisode 12, il est titré The Book. C'est le nom du premier sonnet des Fungi Dugot, mais bien sûr cela renvoie sans doute avant tout au propos même de la série, que ce soit de manière littérale, la quête de Robert Black pour le livre qui rend fou, ou plus métaphorique, l'effet même des écrits Lovecraftiens tel qu'il est rendu dans les épisodes 11 et 12. Ceci, c'est le travail du lecteur, qui s'avérera d'une toute autre ampleur dans l'épisode 11. Mais il constitue au choix la source ou le reflet d'un autre travail de corrélation accompli ici par Robert Black, endossant bien sûr sans s'en douter les atours de l'investigateur Lovecraftien corrélant des documents et dont le narrateur de l'appel de Cthulhu fournirait l'exemple le plus saisissant quelques années plus tard. Or, ainsi que nous avons eu l'occasion de le constater tout particulièrement dans le tome 2, notre ex-journaliste et wannabe écrivain est plus ou moins compétent dans l'exercice, car sa méthode certes très professionnelle est parfois amoindrie dans ses effets par des préconçus de divers ordres, et notamment ceux l'amenant à systématiquement rationaliser tout ce qu'il découvre en s'aveuglant volontairement. Dans la scène impliquant Pittman et les ghouls, cela relevait presque de la comédie. Est-ce véritablement un travers ? Probablement pas tout à fait, car un lecteur aussi rationnel que Black lui-même ne saurait le blâmer de ne pas percevoir la dimension occulte de ses découvertes, et ce alors même qu'elle est justement supposée constituer l'objet précis de ses recherches. Bien sûr, Moore joue de ce décalage entre son personnage et son lecteur, et d'une certaine manière Lovecraft faisait de même dans ses fictions. C'est le propre de l'écrivain, a fortiori quand il est connoté genre. Il s'amuse avec un lecteur supposé savoir en gros à quoi s'attendre. Mais le scénariste est ici tout particulièrement habile qui dissémine ça et là les pièces de son puzzle. Le lecteur se fait à son tour investigateur, avide de comprendre ce qui se passe avant que l'auteur ne lui fasse le cadeau presque narquois de l'explication via Robert Black, ou bien malgré lui. Mais il est aussi émotionnellement impliqué par rapport aux 10 personnages, ce jusqu'à l'ultime moment, celui où la corrélation portera enfin ses fruits, pour révéler une réalité d'essence globalisante, sur un mode qu'on dirait aujourd'hui conspirationniste peut-être, et parfaitement terrible. Black a ainsi bel et bien écrit son livre qui rend fou, en dernière mesure, seulement c'est l'auteur qui en est ressorti fou. Et personne d'autre ? À moins bien sûr que quelqu'un, bien plus tard, en guise d'épilogue, s'aventure en frissonnant dans les cahiers du jeune homme, sachant que s'y trouve la clé permettant de comprendre ce qui s'est passé depuis, et sans se faire d'illusions quant au potentiel morbide de cette compréhension. Mais à ce stade, c'est le monde qui sera devenu fou. Mais d'ici là, justement, il nous faut découvrir ce qui s'est passé.
Et c'est l'objet de l'épisode 11, véritable conclusion de la série. Un épisode brillant, non, proprement bluffant, où la magie de Moore opère une fois de plus, qui captive, secoue, assomme et réveille le lecteur, plus ou moins dans cet ordre. À n'en pas douter, le très grand moment de la série est sans doute un des très grands moments de l'ensemble de la carrière scénaristique de l'auteur. L'épisode commence à peu près normalement, passé l'hallucination initiale sur le mode du rêve vaguement rigolard. Nous y retrouvons un Robert Black bouleversé par sa révélation de l'épisode précédent. Littéralement, il n'est plus le même homme, presque plus que l'ombre de lui-même. C'est qu'il a compris, et pire que tout, il a compris quelle a été sa part dans la conspiration souterraine dont il supposait qu'elle ne ferait que constituer un bon sujet pour une œuvre de fiction. Cela fait-il de Black un démiurge, et si Lovecraft doit être un rédempteur? Probablement pas. Son insignifiance, en définitive, ressort peut-être d'autant plus de ses hauts faits bien involontaires, car il se noie dans les conséquences. L'abîme de la compréhension l'engloutit plus sûrement que celui de l'incompréhension initiale, cette supposée innocence que les investigateurs Lovecraftiens en viennent systématiquement à regretter une fois qu'elle leur est définitivement devenue inaccessible du fait même de leur curiosité fatale. C'est que derrière Robert Black, et après lui, et au-delà, c'est le monde qui prend le premier rôle, un monde à jamais chamboulé par le génie du Rédempteur. L'épisode change alors du tout au tout, et pourtant dans une transition habile, délaissant progressivement Black pour une évolution condensée mais non moins saisissante de la propagation de la maladie Lovecraftienne à travers le monde et tout au long d'un siècle. Providence, comme nombre de bandes dessinées scénarisées par Alan Moore, même si le cas le plus éloquent est probablement la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, est une série d'une extrême érudition, riche à chaque page, voire à chaque case, en prenant en compte le parti pris cinématographique de la présente série, riche donc de nombreuses allusions, souvent bien moins gratuites qu'elles n'en ont l'air. Même si je suppose connaître un peu mieux, même si sans vraie méthode, Lovecraft, sa vie, son œuvre, sa postérité, que le lecteur moyen, je sais parfaitement que je suis passé à côté de nombre de ces références et allusions, comme toujours, peut-être même la majorité. L'épisode 11 est à cet égard plus redoutable encore, car il s'éloigne de la seule référence précise à Lovecraft lui-même et à ses récits, pour envisager ce qui s'est produit après la mort de Lovecraft en 1937, même si, dans le contexte temporel de la BD, c'est en fait l'année 1919 qui constitue donc la charnière. Ici, Moore verse donc dans l'analyse de la diffusion autant que des représentations d'une œuvre, au prisme de l'histoire éditoriale comme de celle de la critique Lovecraftienne. En même temps, tout cela est encore moins gratuit que jamais, et l'effet pour qui s'intéresse à la matière est parfaitement bluffant, oui. Dans ces cases, nous croisons, outre des références à des fictions Lovecraftiennes au sens strict, comme surtout Horreur à Red Hook, mais avec les ambiguïtés qu'implique aussi bien Néonomicon que le premier tome de Providence, ou sinon le modèle de Pickman, la clé d'argent, l'affaire Charles Dexter Ward, l'abomination de Dunwich, le cauchemar d'Innsmouth, la maison de la sorcière, le monstre sur le seuil. On y croise donc aussi des personnalités, tels que Clark Ashton Smith, Edwin Baird, Sonia Green, August Derleth, Donald Wandrei, Robert E. Howard, Robert H. Barlow, Frank Belknap Long, William Burroughs, le Simon du Necronomicon, ou encore George Louis Borges, tandis que bien d'autres sont également évoqués, sans apparaître à l'image, incluant Arthur Machen, Lord Dunsany ou Allen Ginsberg, et sans doute beaucoup d'autres explicitement ou par allusion à côté desquels je suis passé une fois de plus. Mais tout ceci est au service d'une vision d'ensemble parfaitement cohérente et qui parvient à faire sens en tirant parti du caractère nécessairement elliptique de cette narration. On y assiste à proprement parler à la propagation de la vision Lovecraftienne, puis à ses dérives, notamment sous deux angles qui sont sa geekisation à base de peluches Cthulhu rigolotes et, comme en parallèle, sa bâtardisation pseudo-ésotérique. L'effet global est incroyable. C'est de la magie, magique, purement et simplement. Tandis que tourne sans cesse sur le gramophone un disque titré You Made Me Love You, Lovecraft, ou peut-être Moore, dont certains pourraient juger qu'il se livre ici en parfaite connaissance de cause à une démonstration façon fanservice m'as-tu vu de son incroyable brio narratif, This Go to 11, le lecteur fasciné succombe à l'enchantement et bannit les préventions qui pouvaient lui rester pour se livrer à l'adoration pure et simple de ce qu'il lit. À bien des égards, c'est ici que s'achève la BD. Cet incroyable épisode apporte la véritable conclusion aux recherches littéraires de Robert Black, mais Alan Moore a encore plus d'un tour dans son sac et à mesure que le diamant parcourt le sillon, il fait dériver les découvertes de Black, via Malone à Red Hook, vers l'enquête policière se prolongeant sur plusieurs décennies. En dernier ressort, et comme par un effet de contamination intertextuelle qui fait sens, les personnages de Néonomicon ressurgissent, environnés de maigres bêtes de la nuit,
pour achever l'édifice mauresque. Au regard de ces bandes dessinées explicitement Lovecraftiennes, car Néonomicon et Providence ne constituent plus dès lors qu'un unique ensemble insécable, et peut-être d'une œuvre entière. De la sorte, Alan Moore boucle en effet la boucle. C'est comme si Providence constituait une parenthèse, une grosse parenthèse contenant en fait l'essentiel. L'histoire reprend là où Néonomicon s'était achevé, parce que Providence non seulement explique ce qui s'est passé, mais en fait le suscite à proprement parler. À vrai dire, ça n'est pas forcément très original en tant que tel. À résumer le pitch à sa plus simple expression, cette contamination du monde par le pouvoir du verbe, et du verbe Lovecraftien en l'espèce, a même probablement quelque chose d'un peu rebattu. Et formellement, la boucle faisant que la dernière page de la série répond en tout point ou presque à la première, ça relève sans doute un peu de la coquetterie. Mais qu'importe. D'une certaine manière, ce qui compte ici, ce n'est peut-être pas tant l'histoire que la manière de la raconter, bien au-delà de semblables effets de manche narratifs et ou visuels. Et à cet égard, le contenu devient subitement plus pertinent en tant qu'analyse de la fiction Lovecraftienne, mais aussi de ce sur quoi elle a débouché, bon gré mal gré, et en égale mesure en tant qu'auto-analyse d'un auteur qui, à l'heure de raccrocher les gants, dit-il, mais ça n'est pas la première fois, examine l'idée même de récit au prisme de sa propre carrière, envisagée comme l'illustration systématique et exhaustive de cette idée. Sans doute peut-on trouver ici de nombreux échos de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, mais aussi moins souvent cité de Suprême, série dans laquelle on trouvait déjà, de manière significative, cette même structure narrative en forme de boucle, certes sur un ton plus léger. Mais, de manière peut-être moins explicite, Providence renvoie sans doute tout autant à la conspiration totalisante de From Hell, elle-même précédée par celle de Watchmen, dont le cœur résidait après tout dans un complot réalisé, sinon conçu, par des auteurs de fiction, et empruntant des traits tentaculaires et indicibles qui n'auraient pas dépareillé chez Lovecraft, ou, peut-être plus exactement, dans une extrapolation de Lovecraft, plus ou moins cheap, le cas échéant, délibérément. J'imagine que le dessin de Jason Burroughs, au-delà de son académisme un peu fade, les couleurs n'arrangeant rien, participe pourtant de cette approche, notamment du fait de sa dimension cinématographique. En fait sensible dès les premiers tomes, mais qui ne m'a vraiment accroché que dans celui-ci. En effet, la mise en page de la BD, relativement sobre, ce n'est pas par exemple Promethea, qui s'autorisait bien des folies et des expérimentations dans ce registre, tout en questionnant là encore l'idée de récit, implique presque systématiquement des pages composées de 4 cases en forme de bande occupant toute la largeur de la page. Ce format finalement inattendu confère au récit une dimension cinémascope qui, pourtant, n'extériorise pas autant la narration qu'on pourrait le croire, dit comme ça. Bien au contraire, à plusieurs reprises dans la série, ce qui inclut d'ailleurs significativement cette première et cette dernière page dont je parlais un peu plus haut, la bande cinémascope correspond à une vision subjective, même si pas forcément celle de Robert Black. En fait, dans le présent volume, l'épisode 9 joue énormément de ce principe en alternant la réalité perçue par Black, agitant par exemple la main devant ses yeux, FPS, avec la vision tout autre qu'en ont successivement ce Henry Annesley, qui correspond au Tillinghast de l'au-delà, puis, mais en pleine page d'autant plus éloquente, Suzanne Lovecraft. Et c'est bien le propos. Tout est bien affaire de regard, qui est aussi affaire de perception. Il y a de toute évidence une réflexion poussée à cet égard dans le texte comme dans le graphisme, et l'ensemble constitue donc cette manière de raconter une histoire qui dépasse peut-être l'histoire en elle-même, chez l'auteur de littérature ou de bande dessinée, s'affichant consciemment comme un artisan. Ceci étant, la pertinence de cette approche peut demeurer problématique à d'autres égards, et c'est, je crois, ce qui explique ma perplexité à l'égard de l'ultime épisode de Providence, le choc constitué par l'épisode 11 immédiatement antérieur y ayant sans doute eu sa part. C'est la question de la cohérence qui me paraît essentielle dans la bande dessinée. J'avais noté concernant le premier volume que l'ambition de Moore, que je comprenais alors très mal, mais sans doute pas beaucoup mieux aujourd'hui, semblait être au moins pour partie de dégager une cohérence d'ensemble dans l'œuvre Lovecraftienne, mais en prenant en fait le contre-pied de la cohérence forcée, maladroite et stérile que Derleth lui avait infligée, notamment au travers de sa conception erronée d'un mythe de Cthulhu qui préoccupait fort peu Lovecraft lui-même. Car les tentatives de rendre l'ensemble Lovecraftien cohérent au mépris des préoccupations de l'auteur, mais cette ambition n'en était pas moins très compréhensible et tentante, ont toujours été plus ou moins convaincantes. Le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu en a fourni des exemples variés, du meilleur au pire. L'approche de Moore était assurément plus réfléchie et pertinente que la plupart, et au premier chef celle de Derleth. Et je suppose qu'il peut être utile de relever que les nouvelles mises en scène, et plus encore celles qui fournissent les titres des 12 épisodes, pas tous empruntés à Lovecraft d'ailleurs,
renvoie souvent à des textes jugés mineurs et en tout cas indépendants du mythe de Cthulhu formalisé par Derleth. C'est d'ailleurs sensible dans ce troisième et dernier volume comme dans les précédents. En fait, Moore semble délibérément tourner autour de Cthulhu, mais sans jamais vouloir le mettre en scène. Ce qui compte, semble-t-il, c'est plutôt le substrat philosophique et peut-être plus encore narratif de la nouvelle L'Appel de Cthulhu, pas le grand ancien lui-même. Or, il y a ici une rupture singulière de ton, puisque cet ultime épisode ouvre les vannes, si j'ose dire, car le ton devient plus humoristique en même temps. Je ne sais pas s'il faut y voir une ultime contradiction, ou au contraire comme une sorte de message parfaitement sérieux, mais assurément provocateur, à la manière d'un pied de nez. Rapportant ma lecture du tome 2 de Providence, j'étais revenu sur cette déclaration de Moore disant en substance que Cthulhu, à force de peluchisation kawaii, etc., ne faisait plus peur, et qu'il était bien temps de revenir à cette émotion primordiale au cœur de l'œuvre de Lovecraftienne, comme de l'analyse par Lovecraft du genre qu'il avait fait sien dans Épouvanté surnaturel en littérature. C'était à mon sens, et pour une bonne part, ce qui faisait la réussite de Providence à partir de son intriguant épisode 4, là où les 3 premiers opéraient dans un autre registre, globalement, qui m'avait laissé bien plus froid. Cela n'excluait pas des passages proprement grotesques, au point parfois du rire, mais d'un rire vaguement gêné et teinté de malaise, tandis que l'horreur la plus brute, chargée à son tour de malaise, semblait toujours guetter l'arrivée du lecteur au tournant d'une nouvelle page, et avec le cas échéant un caractère explicite, sexe et sang, gardant les mœurs du gentleman de Providence. Dans le 12e et dernier épisode, ce n'est plus vraiment le cas. Apocalypse ou non, et sans préjuger du contenu de fond pouvant s'avérer bien plus subtil que cela, la tendance globale est passée à l'outrance en fait de grotesque, et le rire n'est jamais bien loin, même noir, même jaune. Littéralement, l'esprit même de la peur s'incarne dans la chair, et cette réification le rend finalement bien moins terrible d'une certaine manière. Ce qui vaut bien sûr pour cette parodie très cliché de la nativité. Au passage, je ne sais pas ce que ça donne dans le texte anglais, mais dans cette traduction, le personnage de Lovecraft désigne systématiquement sa naissance comme étant sa nativité, peut-être en réponse à la parodie de la Passion du Christ à la fin de l'Abomination de Dunwich. Mais ce n'est qu'un exemple et il y en aurait bien d'autres. Entre-temps, nous avons vu défiler les peluches de Cthulhu dans l'épisode 11. Alors, ultime contradiction ? Ou constat plus ou moins nihiliste qu'il nous faudra bien faire avec, et que, heureusement, la peur chez Lovecraft emprunte 1000 avatars qu'on aurait bien tort de réduire à l'unique prêtre céphalopode. On peut toujours avoir peur chez Lovecraft, car Lovecraft ce n'est pas que Cthulhu et encore moins sa peluche, ce qui pourrait faire sens, sans que j'adhère totalement aux propos. Maintenant, je suis probablement passé à côté de pas mal de choses dans ce problématique épisode 12, il y a sans doute bien mieux à en dire. Reste un dernier point que j'aimerais envisager, pas le plus simple, et certainement pas le plus objectif. Il y a quelques mois de cela, sur je ne sais plus quel forum, probablement Cassius No, je crois, un intervenant avait condamné la série Providence comme nulle en déplorant en substance que Moore ne comprenait rien à Lovecraft. Je n'étais pas intervenu parce que tout cela n'était sans doute pas très clair pour moi. Mais aujourd'hui, je suis tenté de répondre enfin, c'est bien la peine. Je crois que Moore, au contraire, comprend très bien Lovecraft. Providence, à y revenir globalement, témoigne page après page de ce que Moore maîtrise son sujet, quel qu'il soit d'ailleurs, Lovecraft, son œuvre, le genre horrifique, l'écriture de fiction. Cela va plus loin que la seule lecture, même particulièrement attentive, des œuvres en elles-mêmes. L'auteur a visiblement compulsé la critique Lovecraftienne, ce qui ressort tant des thèmes qu'il traite que de sa manière de concevoir Lovecraft en personne ou d'orienter son récit au gré des préoccupations de tel ou tel exégète. Ici, nous trouvons la couverture du H.P. Lovecraft A Critical Study de Donald R. Bolson, et là, bien sûr, nous trouvons S.T. Joshi en personne, nommément, comme un des principaux personnages de l'épisode 12. Un tour pour le moins hardi, et je ne sais pas ce qu'en pense le plus grand spécialiste au monde de Lovecraft, qui m'a l'air un peu ronchon parfois au-delà de sa compétence et de son talent indéniable. Mais je ne pense pas que ce soit gratuit. Providence à tout prendre est aussi une lecture critique de Lovecraft. Chaque épisode incitait à revenir sur tel ou tel pan de l'œuvre du maître pour en tirer des conclusions éventuellement très diverses. En fait, la critique s'insinuait tout particulièrement dans les pages du journal ou cahier de réflexion de Robert Black, et, comme rappelé plus haut, celui-ci avait tendance à rationaliser à tout crin comme un exégète revenant tardivement sur l'œuvre, cette fois perçue comme telle, serait porté à le faire. En fait, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans la figuration de S.T. Joshi dans l'épisode 12. Il interprète Lovecraft, car il est bien le plus grand spécialiste de l'auteur. Et il l'interprète à sa manière, matérialiste, rationaliste, etc. Et, chose intéressante, ces interprétations dans la BD peuvent dès lors revenir sur d'autres, émises par des personnages qui ne sont quant à eux rien d'autre en vérité, et que son érudition autorise à relativiser, voire à contester. À plusieurs reprises, il dit non, ou je ne crois pas, ou je n'en suis pas sûr.
comme s'il s'adressait au scénariste d'une certaine manière. Comme tel, il peut contrevenir à ce que nous pourrions être portés à interpréter comme la lecture proprement moorienne de l'œuvre Lovecraftienne, dans un débat d'idées où tout ne se vaut pas, mais où persiste néanmoins un mystère susceptible de plusieurs lectures. En fait, S.T. Joshi prend ici d'une certaine manière, davantage assurée car davantage consciente, la posture rationnelle d'un Robert Black avant lui. Malvenue au moment des événements car bien trop innocente, elle fait sens et pleinement en dernière mesure. Moore, en face, ne joue finalement pas tant de la carte occulte qu'on serait tenté de lui accoler, car il est probablement bien trop sérieux pour cela, même voire surtout dans ce domaine magique cher à son cœur. Dans l'épisode 11, il traitait après tout Simon à sa juste mesure. Cette approche nourrit à l'évidence son histoire, mais comme au-delà de Lovecraft, et en maniant avec précaution et dès lors pertinence, la thématique si souvent navrante de l'initié malgré lui. Finalement, tout cela se rejoint peut-être dans la sympathie pour l'auteur et la passion pour son œuvre. Y accoler tant de lectures, c'est rendre hommage à sa complexité et à son génie. Et quand Moore paraît violer la doxa Lovecraftienne, il le fait très clairement en pleine connaissance de cause. J'en suis maintenant persuadé, s'il peut faire tout cela, ce n'est pas parce qu'il ne comprend rien à Lovecraft et qu'il s'en moque, mais bien au contraire, parce qu'il le comprend très bien. Il faut des idées claires pour faire ce qu'il fait. Oui, une lecture ou relecture, respectueuse et audacieuse en égale mesure. En tant que telle, c'est aussi un appel du pied à relire par soi-même Lovecraft, en dépassant les certitudes que l'on croit avoir acquises, le cas échéant, car la personnalité Lovecraft dans la critique et le regard sur son travail ont sans doute eu bien des occasions d'évoluer depuis 1937 et 1971. Et donc, lire et relire aussi sur Lovecraft et autour de Lovecraft. Mais sans doute relire aussi Alan Moore. J'imagine qu'il prêche aussi pour sa paroisse. Le sorcier de Northampton n'est pas sans arrogance. Mais Providence semble avoir ceci de commun avec ses plus grandes réussites, que c'est une œuvre très dense, et qui gagne probablement à la relecture. Je vais laisser couler un peu d'eau sous les ponts cyclopéens, mais le moment venu, je ne doute pas que je m'attellerai à cette tâche, peut-être même crayon à la main. C'est tentant, dangereux, mais tentant. Et y découvrirai alors bien des choses qui me sont passées par-dessus la tête. Mais si ça se trouve au point d'invalider totalement ces 3 comptes rendus passablement fastidieux. D'ici là, conclure, temporairement. Providence m'avait tout d'abord fait un effet plus que mitigé. À vrai dire, depuis Néonomicon, j'étais sans doute passé un peu en mode « prends ta retraite, génie de la BD, tu n'as plus le mojo ». Relire Néonomicon et accueillir d'un œil plus favorable le tome 2 m'a amené à reconsidérer ce premier jugement. Et aujourd'hui, même avec cette incertitude concernant le dernier épisode, en forme d'épilogue consistant essentiellement en rupture de temps, mon jugement est plus favorable encore, avec notamment la conviction de ce que l'épisode 11 figure parmi les réalisations les plus impressionnantes d'Alan Moore en bande dessinée, et il en compte plus d'une à son actif. À relire donc, et Lovecraft aussi, et sur lui et autour de lui. Quant à Moore, eh bien, peut-être lire Jérusalem le moment venu, même s'il fait un peu peur le gros machin.